Alors, bonjour, je vais commencer. Bonjour et bienvenue à la présentation et discussion sur le bon patient ou la bonne patiente au bon endroit et au bon moment. Relever le défi de l'attribution des ressources de soins aigus en temps de crise. Alors, bienvenue. Juste avant de commencer, je voudrais vous mentionner que la rencontre est enregistrée. Donc, c'est pour faire ce message-là. Donc, mon nom est Denis Boutin. Je suis patient partenaire et co-directeur de l'Axe 3 d'urgence et réanimation du RQCP et je partage cette tâche avec le médecin et chercheur François Lamontagne du Centre de recherche du CHU à Sherbrooke. Et j'aurai aujourd'hui le rôle d'animateur et modérateur dans cette rencontre. Je serai épaulé par Michael Grégoire qui nous donnera un coup de main du côté technique et François qui m'accompagnera dans l'animation. Donc, peut-être dès le départ, je voudrais remercier la QCP de permettre la participation de patients partenaires dans des rôles très actifs associés à la recherche. Évidemment, je crois que la participation des patients partenaires en recherche apporte une plus-value importante aux solutions que nous amène la recherche. Alors, merci au RQCP et merci aux équipes de recherche de nous inclure le plus souvent possible dans leurs activités. J'aimerais aussi être capable de vous dire que je suis présentement totalement détendu, relax, mais je vais attendre un petit peu. Donc, dans ce rôle un peu inhabituel pour moi, j'aurai donc besoin de votre indulgence et de votre aide pour que cette rencontre soit un succès. Maintenant, j'inviterai François, Dr Lamontagne, à nous dire un petit mot sur l'axe 3. Bonjour, donc François Lamontagne. Moi, je suis médecin aux soins intensifs, puis je suis chercheur à Sherbrooke. Comme Denis l'a dit, je suis son assistant à la direction là, de l'Axe 3 du RQCP. L'Axe 3, alors l'idée dans un réseau, c'est que tout le monde travaille ensemble. Hein? C'est pas des regroupements rigides, là. Il n'y a pas de cloison, mais le thème auquel s'intéresse l'Axe 3, c'est les soins de santé pour les patients les plus malades, peut-être, les patients les plus gravement malades de façon aiguë. Donc, les patients qui, en temps normal, là, à condition que les ressources soient disponibles, seraient soignés à l'hôpital, donc dans des hôpitaux de soins aigus et à l'occasion aux soins intensifs. Alors, l'Axe 3 aurait pu, dans ce contexte-là, choisir de lancer des programmations de recherche portant sur des traitements offerts à des malades à l'hôpital, mais il y a beaucoup d'études déjà qui comparent différents traitements, peut-être trop d'études, là. Et donc, en contrepartie, quand le regroupement de l'Axe 3 a été créé, les membres ont choisi d'investir sur le thème de la recherche portant sur la gestion, la coordination, l'organisation des soins aigus là, dirigés ou destinés aux patients les plus malades. Alors pourquoi? C'est parce que tout le monde là, au Québec, au Canada, puis dans le monde est bien sensibilisé maintenant au risque de manquer de ressources. Hein. C'est des ressources assez rares. Dans le contexte d'une pandémie ou d'une crise, on peut facilement frapper un mur ou faire face à un goulot d'étranglement dans le système. Donc, on est tous bien sensibilisés. Puis, il nous semblait qu'il y avait un grand décalage entre l'importance de ce problème-là potentiel, manquer de lits, manquer de personnel aux soins intensifs, et la relative absence de données scientifiques sur le sujet, la relative absence de données scientifiques dans le discours aussi de nos dirigeants, des responsables du système de santé. Puis donc, ça nous a semblé être un gap, un thème de recherche intéressant. Et donc, on a démarré une programmation de recherche en invitant des chercheuses et des chercheurs à nous proposer des projets qu'on peut financer. Donc là, ce que vous allez écouter aujourd'hui, c'est essentiellement, ça se veut un peu comme ça se veut une discussion avec vous, c'est très multidirectionnel tout ça, mais ça se veut une discussion avec vous autour du premier projet à l'intérieur de cette programmation-là de l'Axe 3 du RQCP. Merci Denis, je te repasse le flambeau. Bien, merci François. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir en grand nombre ce matin pour cette rencontre. Puis le mode de fonctionnement de ce matin est peut-être un peu différent des webinaires habituels. Donc, nous allons amorcer le tout par une brève présentation, suivie d'une période de questions-réponses et de discussion. Donc, vous pourrez, durant la présentation, faire parvenir vos questions via le chat ou tout simplement, et elles sont abordées à la période de questions, ou sinon, vous pourrez lever la main avec l'outil Zoom de la main et on nous offrirons la parole à tour de rôle à toutes les personnes qui veulent poser des questions ou intervenir en donnant un commentaire.
Donc, tout ce qu'on aimerait faire, puis je sais que ce n'est pas facile en Zoom, c'est que nous aimerions créer un climat le plus convivial possible pour favoriser les échanges. Et puis, c'est là qui est notre défi et c'est là qu'on a besoin de vous. Donc, à moins qu'il y ait des questions, avant de commencer, nous allons passer aux choses sérieuses. Et donc, ce matin, nos présentatrices sont Marie-Ève Desrosiers, directrice de la direction coordination réseau CHUM, Centre d'optimisation des flux réseau, Centre d'optimisation occupation des lits de soins intensifs, COULCI, et également chercheuse professionnelle de santé, axe Carrefour de l'innovation, Centre de recherche du CHUM, et finalement chargée d'enseignement clinique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Lynn Moore, professeure titulaire du département de médecine sociale et préventive de la faculté de médecine de l'Université Laval, chercheuse IRSC au CHU de Québec, Centre de recherche de l'Université Laval, Hôpital d'Enfants Jésus, associée à l'axe de santé des populations, pratique optimale en santé. Et finalement, Dr. Caroline Ouellette, anesthésiologiste, intensiviste, co-directrice médicale, direction, coordination, réseau CHUM, co-gestionnaire médical des centres d'optimisation de l'occupation des lits, des soins intensifs, COULCI, clinicienne chercheur du Centre de recherche du CHUM, axe cardio-métabolique, et finalement, professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal. Merci à vous trois d'être là aujourd'hui et de nous entretenir sur le bon patient ou la bonne patiente au bon endroit, au bon moment, relever le défi de l'attribution des ressources de soins sécu en temps de crise. Mais avant de vous laisser la parole, j'aimerais ça entendre, au-delà des rôles multiples que je viens de nommer et de décrire, que vous nous parliez un peu de nous traduire ces titres-là en votre journée. Quelle est votre journée? Qu'est-ce que vous faites? Et je vous laisse la parole après ça pour commencer votre présentation. Donc, à tour de rôle, je vais inviter peut-être Marie-Ève à nous parler un peu de la traduction de ces titres en vraie vie. Bonjour, alors bien contente d'être là ce matin. Merci pour l'introduction et la présentation, Denis. Alors, moi, en fait, à titre de directrice de la direction coordination réseau au CHUM, j'ai eu l'opportunité de développer avec mon équipe, de mettre sur pied le centre d'optimisation des flux réseau, qui est une instance de coordination à sa façon, mais assise, centrée dans un CHU. Et donc, tout ce qui est le volet de la gestion des trajectoires patients, en particulier lorsqu'il y a une interface avec le réseau. Donc, moi, je ne suis pas dans la portion de gestion interne des trajectoires patients, mais vraiment de gestion réseau. C'est un peu le cœur de mon expertise depuis les 15 dernières années, je vous dirais. Donc, de par mon passé à Sainte-Justine, également dans d'autres hôpitaux du réseau. Donc, expérience intéressante au coffre qui a permis aussi la naissance du COULCI, donc, comme Denis le disait, donc je suis la gestionnaire clinico-administrative. Je m'arrêterai là. Je vais laisser la parole à mes collègues. Alors, merci beaucoup, Denis et François, pour l'introduction. On a bien hâte d'avoir vos commentaires sur ce projet-là qui nous occupe depuis presque un an maintenant. Puis c'est vraiment un projet très, très intéressant. En fait, oui, moi, je suis méthodologiste, alors je suis experte en biostatistique et épidémiologie. Mais je suis impliquée dans le projet aussi parce que j'ai un programme de recherche sur la qualité de soins. Je m'intéresse particulièrement à la traumatologie, mais on regarde beaucoup comment les structures de soins influencent les résultats cliniques des patients. Et je m'intéresse depuis quelques années particulièrement à la pertinence des soins. Alors, mon but, c'était un peu d'identifier des pratiques cliniques qui seraient, comme on appellerait, de faible valeur, qui n'ont peut-être pas été démontrées efficaces et peuvent même être nuisibles. Alors, je pense que le questionnement par rapport aux soins critiques, la pertinence des soins est très, très reliée. C'est ça qui m'interpelle beaucoup dans ce projet-là. Alors, merci Lynn, je reprends le flambeau. Moi, en fait, j'ai travaillé, merci Denis pour l'introduction des titres officiels, de façon plus personnelle. En fait, moi, c'est ma pratique de soins intensifs dans un milieu académique tertiaire quaternaire pendant 15 ans au CHUM, qui m'a beaucoup interpellée sur la difficulté pour tout transfert de soins critiques du milieu communautaire vers un milieu spécialisé. Depuis le jour 1 de ma pratique en 2007 jusqu'à la fin, même en période de paix, en non-pandémie, c'était déjà une problématique d'accès et d'équité.
Mon chemin professionnel a croisé celui de Marie-Ève en 2018 pour réfléchir et opérationnaliser une structure pour régler ce problème-là. Donc, ça m'a beaucoup interpellée. Bon, évidemment, la pandémie a mis le pied sur l'accélérateur sur le besoin de bonifier ça. Oui, le Coolcy est né même avant la pandémie, puis la pandémie lui a donné un bel élan, mais clairement, l'équipe de recherche dans laquelle je fais partie depuis plus qu'une année avec Lynn, Marie-Ève et Denis au sein du RQCP, ça a donné vraiment l'urgence de s'élever au-dessus de ce qui est fait actuellement pour essayer d'aller lire ce qui se fait ailleurs. C'est de ça qu'on a hâte de discuter avec vous aujourd'hui. Donc, ça m'a interpellée d'abord au niveau clinique, mais maintenant clairement au niveau des données probantes, de la recherche, des réflexions pour renforcer et aller au-dessus des croyances personnelles ou des convictions, des opinions d'experts, d'aller un petit peu plus loin que ça. Alors, j'ai très hâte de vous parler de ce sur quoi on travaille depuis une année. Merci. Alors, sans plus tarder, on va y aller avec notre courte présentation qui a finalement comme objectif de mettre la table pour des belles discussions. Alors, Denis, comme bon animateur, nous a posé la question il y a quelques jours. À la fin du webinaire, vous allez être heureuse et satisfaite, si quoi? Alors, notre réponse, c'est la suivante. D'abord et avant tout, si on a eu la possibilité d'avoir un débat d'idées avec vous, un échange constructif, je pense qu'il y a matière à discuter beaucoup plus longtemps qu'une heure, mais on va commencer par ça. On pense aussi que cet échange-là va nous permettre de rendre le projet plus robuste et plus complet grâce à votre rétroaction. Et très honnêtement, on pense aussi que ça va nous aider à réfléchir puis à bonifier la phase 2 du projet qui n'est pas encore financée, protocolisée, mais à laquelle on commence à réfléchir. Puis on vous expliquera dans quelques instants de quoi il s'agit. Alors, juste pour qu'on se donne un vocabulaire commun pour commencer, vous allez voir, on parle à répétition de instances de coordination, instances de coordination. De quoi on parle? En fait, on parle d'une équipe qui peut être clinique et ou administrative, ça dépend des modèles, et qui est responsable de recevoir et de traiter des demandes de transfert de patients pour un territoire donné, une province, un territoire plus petit, plus grand, peu importe, c'est vraiment de ça dont on parle. Fait qu'on on est dans de la coordination, de l'organisation de soins et non, comme le disait François d'entrée de jeu, dans du traitement de patients direct. Donc, c'est un peu de ça dont on parle. Donc, c'est quoi partout où il n'y a pas d'instance de coordination, parce que c'est encore le cas dans plein d'endroits et au Canada et ailleurs dans le monde, ça ressemble à quoi? Bien, la grande majorité du temps, c'est des médecins qui vont faire les démarches eux-mêmes avec de multiples centres pour faire transférer leurs patients. Donc, ils font ces démarches-là d'appel et tout en espérant que le patient soit accepté rapidement parce que souvent, il y a une chronodépendance et donc il y a une urgence tant dans la prise en charge des patients. À toi, Caroline. On ne t'entend pas. Erreur de débutante, malgré la pandémie où est-ce qu'on utilise le Zoom à tous les jours, on oublie encore d'ouvrir notre micro. Merci. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a de ça plus qu'une année, l'équipe de recherche avait déjà commencé à faire une revue de littérature pour faire un peu un état des lieux. On a vite réalisé que c'était, comme le mentionnait un peu François, c'est pas une littérature qui est très abondante. Il n'y a pas des centaines et des centaines d'articles qui traitent de ce sujet-là. Quelques papiers sur les conditions de transport, les données, quelques-uns sur les impacts, mais pas beaucoup. C'est surtout des hôpitaux tertiaires, quaternaires qui se sont auto-développés des structures de coordination régionales ou suprarégionales, mais sans plus. La pandémie, depuis la pandémie, on a vu beaucoup de notes à l'éditorial, d'avis d'experts qui soulèvent le besoin urgent de s'attaquer à cette problématique-là, pardonnez-moi l'anglicisme, mais pour faire des réflexions de system thinkers, d'élever un peu la réflexion sur le transfert cas par cas, mais d'élever un peu la perspective pour savoir est-ce que ça vaut la peine ou pas d'investir des ressources pour une structure de coordination.
Ça avait déjà été fait par d'autres équipes dans le passé, dans les dernières années, surtout concernant les patients en traumatologie. Entre autres, notre collègue Lynn, qui avait déjà des travaux publiés à cet égard-là, mais très peu d'équivalents pour les patients nécessitant des soins intensifs au Canada. Et puis à ce jour, il n'y avait aucune association ou groupe d'experts qui avait officialisé des lignes directrices ou des recommandations issues de données probantes pour l'optimisation des transferts en soins critiques. On peut passer aux prochaines, Marie-Ève. Les 2 prochaines diapositives, c'est pour vous mettre en perspective les principaux, des exemples d'articles qui nous ont inspirés. Bon, comme je vous le disais, beaucoup de notes à l'éditeur, d'éditoriaux, de lettres d'opinion pour dire, ben là, il faut absolument qu'on s'attarde avant d'injecter des ressources et de l'énergie dans des structures. Il faut qu'on fasse un état des lieux. Quelques papiers qui vont un peu plus loin, qui vont parler des impacts cliniques, médicaux ou administratifs, des impacts patients, des impacts équipes, des impacts administratifs, pharmaco-économiques. Donc, mais très peu encore là, vous voyez, on n'a pas une liste très exhaustive et c'est surtout dans un cadre d'un hôpital tertiaire et académique qui a développé ça, autant en Amérique du Nord qu'en Europe. On peut passer à la dernière. En fait, cet article-là, on vous l'a mis parce que c'est l'article de Newton qui nous a le plus inspiré pour l'élaboration de notre questionnaire dont on va vous reparler dans quelques instants, qui a mis en graphique, puis on vous le met ici, les indicateurs, en fait, ou les principales composantes qui font partie d'une structure de coordination. Je vous en fais état de quelques-unes. Les fameuses données, le tableau de bord. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme données, les capacités d'accueil, les potentiels de lit, le profil clinique des patients qui occupent les unités de soins intensifs. Est-ce que l'acuité des soins intensifs doit être prise en considération? Les considérations du transporteur. Donc, tout ce qui est technologique et donné doit être étudié. L'infrastructure au niveau des ressources humaines, est-ce que ce sont des gens avec un profil clinique ou plutôt administratif? Et décortiquer un peu le besoin de chacune de ces ressources-là. Et finalement, la trajectoire. Donc, qui est décisionnel, qui donne les principes directeurs, quel est le rôle du médecin qui reçoit l'appel, l'infirmière, donc la définition des rôles de chacun pour la trajectoire du patient, les communications cliniques entre les médecins, la tenue de dossier, l'archivage. Donc, ce sont tous des composantes, en fait, qui nous ont, dont on a pris considération pour construire notre questionnaire dans notre projet d'études descriptives. Alors, donc, tout ça pour dire qu'à la fin de cet exercice-là, on a réalisé qu'il y avait un manque à gagner, un manque à combler, qu'il y avait peu de littérature sur les équipes de coordination pour les soins critiques spécifiquement, pour une ressource qui est rare et coûteuse. Évidemment, la pandémie a mis en focus le besoin de s'attarder et d'étudier ça, ne serait-ce que pour une optimisation des coûts. Autant dans des systèmes, on a vu différents papiers aussi dans des systèmes publics, privés aux États-Unis, qui étaient très différents du nôtre au Canada puis en Europe. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'étudier, de comprendre et de mesurer les impacts de ces structures-là pour éventuellement en arriver à élaborer des lignes directrices pour améliorer les pratiques en vigueur concernant les transports de patients nécessitant des soins intensifs. Je laisse la parole à ma collègue Lynn. Oui, merci beaucoup. Alors, on parle du principe de base de l'équité du soin. Fait que quand on parle de qualité du soin, on s'attend à ce qu'à travers le Canada, un patient qui arrive dans un hôpital, le soin équitable, qu'il soit dans une province à l'autre ou une région à l'autre. Puis, la base de la qualité du soin, alors, c'est de regarder, est-ce qu'il y a des différences dans les soins qui sont donnés? Est-ce qu'il y a des différences dans les résultats cliniques à travers le Canada? Fait que ça, c'est la prémisse de base de notre projet. Et on se base sur le modèle de données médianes, c'est-à-dire qu'il y a 3 sphères de la qualité qui nous intéressent. Il y a les structures des soins, il y a les processus. Alors, c'est quoi les processus quand un patient arrive, qu'est-ce qu'on fait avec ce patient-là? Puis, il y a les résultats cliniques. Alors, ça peut être la mortalité, la morbidité, l'utilisation de ressources, etc., la qualité de vie, et tout ce qui a rapport avec le résultat clinique auprès du patient. Fait que là, on a divisé en 2 volets. Le premier volet s'intéresse surtout aux structures et processus.
Puis le but de ce volet-là, c'est de vraiment décrire c'est quoi les structures qui sont en place dans chaque province. Alors, puis on veut les décrire, puis on veut les comparer, parce que ça, c'est le point de départ pour comprendre les différences. Alors, comme devis d'étude pour ce volet-là, on va faire un sondage auprès des instances de coordination dans chaque province canadienne. Et ce volet-là est déjà financé et déjà bien entamé. Puis je vais parler un petit peu plus en détail prochaine diapo. Le volet 2, c'est un volet que, comme Marie-Ève a dit, est en développement. Alors, on aimerait beaucoup vos idées là-dessus. Mais l'idée, ça serait d'un peu de décrire, d'un peu de comparer les résultats cliniques des patients qui passent en soins critiques à travers le Canada, puis essayer de comprendre comment les différences de structure des processus influencent les différences qu'on voit dans les résultats cliniques. Le devis d'étude est défini, mais ce qui est particulier avec cette étude-là, c'est qu'on va se baser, on va mesurer ce qui se passe dans le système. Alors, on va se baser sur les données qui sont déjà disponibles. On aimerait se baser sur des données administratives, que ce soit des données hospitalières ou d'autres sources de données qui sont collectées de façon routinière. Ça nous permettrait d'avoir un point de vue populationnel parce qu'on veut savoir ce qui se passe partout au Canada. On veut savoir, on ne veut pas avoir juste une idée sur une région ou un système de soins ou un type d'hôpital. On veut vraiment savoir ce qui se passe partout. Ça va nous permettre d'identifier des opportunités d'amélioration de la qualité. Prochaine slide. Alors, ça, c'est juste pour voir les systèmes un peu partout au Canada. Alors, dans les provinces, les territoires ont fait, le système de coordination vient des provinces qui les desservent, mais à date, ce qu'on a identifié, c'est qu'il y a 4 provinces qui ont des systèmes formels d'organisation de soins critiques. Alberta, il y a 2 systèmes, nord-sud. Puis, une des questions qu'on va vous poser tantôt, c'est on veut savoir ce qui se passe dans les provinces où il y a un système de coordination, mais est-ce qu'on veut savoir aussi ce qui se passe dans des provinces où il n'y en a pas? Là, c'est ça. Le but du premier volet, c'est un peu de décrire ce qui se passe dans chacune des provinces. Alors, qu'est-ce qu'on a fait du côté méthodologique? Alors, on s'est basé sur une méthodologie qui était décrite par une Canadienne qui est Karen Burns. Probablement, il y a plusieurs d'entre vous qui la connaissent. C'est une chercheure de renommée qui était aussi intensiviste. Puis elle a publié un guide une méthodologie qu'on fait sur comment on fait des sondages en 2008. L'idée, c'est qu'on est parti d'une analyse de la littérature pour essayer de voir c'était quoi les structures, les éléments de structure de l'organisation des soins critiques un peu partout au monde. Puis à partir de ça, ben, on a identifié des items qui nous intéressaient dans la structure des soins. Après l'identification d'items, l'idée, c'est de réduire ces items-là pour créer des questions. Il ne faut pas qu'il y ait non plus 100 questions, il faut que ça soit faisable. Puis après ça, on a piloté ce questionnaire-là. On a demandé à des experts, en fait, de regarder les questionnaires pour être sûr qu'on a bien couvert tous les aspects qui étaient importants. Alors, de regarder les contenus. Puis, on a piloté pour s'assurer que c'était facile à utiliser et que ça répondait aux besoins. Alors, notre public cible pour ce questionnaire-là, pour ce survey, cette enquête-là, c'est les gestionnaires cliniques, médicaux et ou administratifs des instances dans chaque province. Puis ça, c'est une autre question qu'on va vous poser. À date, on a identifié une personne ressource, une personne clé qui va pouvoir répondre, qui va pouvoir décrire la structure des soins dans chaque province. Mais est-ce qu'on devrait poser la question à plus qu'une personne, puis comparer les réponses pour essayer d'avoir un portrait un peu plus clair? Et je passe la parole. Merci, Lynn. Oui. Justement, donc, à quoi ressemble le questionnaire en question? Donc, on questionne sur différents éléments. D'une part, la gouvernance, puis on vous épargne le détail, là, mais le type de gouvernance publique, privée, les rôles, les responsabilités, les types d'emploi, etc. Donc, les grandes lignes de la gouvernance. On pose des questions sur le financement aussi de cette instance-là. Sur la présence ou non de lignes directrices au niveau de la coordination. Donc, obligatoire, non obligatoire, de quelle façon sont
orienter les patients en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs demandes. Il y a toutes sortes de lignes directrices, politique de non-refus, pas de politique de non-refus. Donc, ce sont quelques exemples. On a un bon nombre de questions sur les ressources humaines et technologiques qui sont en place. Donc, Caroline en a parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'on parle de ressources cliniques, de ressources administratives, des tableaux de bord, sur quoi on se base? C'est quoi le portrait du réseau que ces instances-là ont pour guider leurs décisions? Est-ce qu'on parle de données de saisie automatique, manuelle, etc.? Vous voyez un peu l'idée. C'est quoi l'offre de service précisément? On dessert qui? On dessert qui comme demandeur? On oriente vers quel genre de service? Ça peut varier d'une instance à l'autre. C'est quoi les processus en place? Est-ce que c'est algorithmé, protocolisé? Est-ce que c'est un peu plus ad lib, basé sur du jugement clinique, etc.? Donc, c'est quoi les processus dans les grandes lignes? Est-ce qu'il existe un volet de téléexpertise ou d'avis médical? Parce que si je reviens à notre définition initiale, on disait qu'on parle de demande de transfert, mais des fois, il peut y avoir un avis médical ou une téléexpertise qui est donnée et qui va permettre d'éviter un transfert. Tout ça. Donc, est-ce que c'est présent? Est-ce que ça fait partie de l'offre de service ou pas? Un autre des volets qu'on questionne davantage dans le questionnaire, c'est est-ce que le transport fait partie de l'offre de service? Donc, est-ce que l'instance en question soit fait des demandes d'ambulance ou d'hélicoptère ou d'avion ou carrément a de telles ressources dans son instance sous sa juridiction? Et il y a un volet où on finit là, par les indicateurs de performance, comment ces instances-là mesurent leur propre performance. Donc, on a un petit peu autour d'une quarantaine de questions qu'on va administrer aux personnes qui ont été mentionnées par Lynn. Donc, on arrive presque à la fin. En termes de retombées potentielles sur le volet 1 de notre projet, de notre programme, on s'attend et on souhaite améliorer l'état des connaissances sur les structures de coordination en place parce que, vous l'avez vu, la littérature n'est pas très, très épaisse en la matière. On souhaite soutenir le déploiement de futures instances de coordination ou encore même le développement d'instances déjà existantes qui se questionnent sur leur futur. On souhaite aussi contribuer à l'élaboration de guides de bonnes pratiques basés sur des données probantes. Fait que, si on l'a mentionné, il n'y a pas, à notre connaissance, de groupes d'experts qui se sont penchés sur la question et qui ont élaboré de telles lignes. Fait que si on peut contribuer à ça, on en sera fort heureux. Et de façon plus macro et existentielle, mais non moins importante, on souhaite vraiment contribuer à un accès équitable à des soins de qualité, puisqu'on est quand même dans un contexte de système de santé universel. Donc, c'est important dans tous les systèmes de santé, mais ça a une importance encore plus grande lorsqu'on parle d'universalité d'accès aux soins. Donc, sur ce, on finirait la partie présentation en vous remerciant, le RQCP, évidemment, nos experts de contenu qui ont eu un rôle très, très, très important, dont certains sont avec nous aujourd'hui, je pense, pour l'élaboration du questionnaire, ceux qui ont accepté de piloter le questionnaire aussi. Puis, vous avez nos coordonnées à Caroline et moi, puis vous pourrez avoir celle de Lynn d'ailleurs, si après notre discussion d'aujourd'hui, vous avez des choses à nous partager, à nous communiquer, ça nous fera grandement plaisir. Et je m'arrête ici. Merci beaucoup, Marie-Ève, Caroline, Lynn, de cette présentation, de ce tour d'horizon de la problématique qui est abordée dans le projet. Donc, pour la suite des choses, ce qu'on propose, c'est que nous avons une série de questions. On a plusieurs questions, des questions qui seront proposées qui seront posées à nos chercheuses pour avoir des réponses, des questions à l'audience, au public, et des questions aussi qui viennent des chercheuses vers le public pour avoir un peu d'informations, comme il a déjà été mentionné dans la présentation. Donc, on va commencer et évidemment, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être commencer par une question vers nos chercheuses pour essayer de casser la glace, pour essayer de vous inciter à lever la main et à soumettre vos questions. Donc, je demanderai à François de poser une première question peut-être à notre équipe. Oui, peut-être juste si je prends 2 pas de recul. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les formuler dans le chat. Vous pouvez aussi les formuler vous-même à l'écran. Peut-être lever. En fait, on demanderait que vous leviez la main avant puis que vous attendiez qu'on vous donne la parole là, pour
évidemment, là, il y a des gens qui sont identifiés par des numéros, donc, mais on va gérer ça comme ça, je pense. Et donc, juste pour pas qu'il y ait trop de cacophonie, ouvrez vos micros au moment de poser votre question quand on vous donnera la parole. Puis donc, on vous encourage à ne pas être trop gêné, là. Alors, puis c'est évidemment les chercheuses et Denis qui ont fait tout le travail. Là, moi, je débarque un peu comme un cheveu sur la soupe. Fait qu'avant de poser une première question pour réchauffer tout le monde, je veux juste m'assurer d'avoir à peu près bien compris. Là, puis, donc, si j'entends bien, là, Caroline et Marie-Ève travaillaient déjà à coordonner, ils ont dit comment, mais travaillaient à coordonner des soins de santé avant la pandémie, puis beaucoup pendant la pandémie. Donc, il y avait un travail dans le système de santé. Donc, là, on parle de système, de politique, d'intervention. Donc, son gestionnaire, avec un intérêt en recherche. Lynn est chercheuse, puis s'intéressait déjà à l'étude des politiques puis des systèmes de soins. Donc, elles se sont réunies pour lancer ou en raison appliquée, puis on les a financés pour un premier projet. Donc, ce à quoi ils ont fait référence, ce qu'on appelle le volet 1, c'est le projet qui a été financé par l'Axe 3. Donc, c'est la première étape. Et Lynn nous a dit que quand on étudie un système de santé, les politiques de santé, on s'intéresse aux structures, aux processus, puis éventuellement, on mesure ce que ça fait, l'impact que ça a sur une population. Donc là, on est à l'étape, elles sont à l'étape de documenter les structures et les processus au Québec, mais ailleurs, dans le but de savoir l'éventail de ce qui est offert au Canada, puis éventuellement de comparer les différents territoires au Canada. Ça, c'est à peu près, j'ai bien compris donc ce que vous faites. Bon. Alors, peut-être qu'avant de poser ma question, l'autre chose, c'est que le but du webinaire pour l'Axe 3, de notre point de vue à nous, à Denis et moi, c'est qu'il y a comme deux objectifs. Là. Alors, ça s'inscrit beaucoup dans une philosophie de recherche participative. Hein? Donc, le but, c'est d'informer des gens, des parties prenantes. Alors, moi, je ne connais pas tous ceux qui participent aujourd'hui, mais il pourrait y avoir des membres du public, il pourrait y avoir des patients qui ont été soignés, il pourrait y avoir des ambulanciers, des inalos, des infirmières, des médecins, des administrateurs et des chercheuses et des chercheurs. Là. Et le but dans tout ça, c'est d'informer un peu toutes les parties prenantes de ce qui est commencé. Comme travail de recherche dans le cadre des activités de l'Axe 3 du RQCP, mais aussi de profiter de vous, puis de recevoir une rétroaction, des commentaires, puis qu'il y a une suite à ça. Donc, je pense que si j'ai bien compris, puis Lynn a mis son adresse courriel, il y a des adresses courriels sur la présentation, il pourrait y avoir une suite à ça. Donc, non seulement, je pense que les chercheurs sont intéressés à vous entendre maintenant, seraient potentiellement intéressés à vous entendre plus tard, que ce soit dans le cadre d'un prochain webinaire ou si vous les contactez, il y a de la place même, je pense, pour élargir la collaboration à plus de gens pour ce projet-là qui est déjà en cours ou les prochains projets. Puis donc, quand on va animer cette discussion-là, puis les questions, je vous invite à penser de séparer un peu vos commentaires et vos questions en deux grandes catégories. Il peut y avoir des questions et des commentaires sur le projet de recherche lui-même. Ils ont fait référence au questionnaire, au mécanisme là, de communication avec les différentes les gens qu'elles vont interviewer et contacter. Mais vous pourriez aussi avoir des questions puis des commentaires à faire sur le thème, donc sur la politique de santé, la gestion des ressources en santé. Donc, en fait, peut-être que pour démarrer, là, pour briser la glace, la question que je vous poserais dans la banque qu'on a, c'est alors, vous avez toutes les trois une expérience soit plus en recherche, soit plus en gestion d'un appareil de santé, d'un système de santé. Est-ce qu'avec ce que vous avez appris dans vos vies respectives à date, vous avez identifié que ce genre d'intervention-là, de système, de politique en santé et de projet de recherche, est-ce que ça soulève des controverses? Est-ce qu'il y a des enjeux ici? Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients? Tu sais, j'imagine, en médecine, en tout cas, quand on administre un traitement, c'est parce qu'on pense que ça va être bénéfique, mais il y a aussi des inconvénients. Et donc, c'est quoi, peut-être nous résumer un peu comment vous voyez les enjeux? C'est quoi les avantages et les inconvénients des interventions de gestion dont on parle ici? Puis est-ce qu'il y a des choses qui sont plus matière à controverse que d'autres?
Oui, ben, je peux peut-être me lancer. Marie-Ève, tu voulais peut-être commencer? OK, je te laisse après. Ben, en fait, moi, je vais mettre mon chapeau de clinicienne. Le plus gros défi, c'est la gestion de changement. Parce que tantôt, je parlais des system thinkers. Je ne sais pas comment dire en français les gens qui ont les system thinkers. Je vais le dire en anglais, vous me pardonnerez mon anglicisme. Une pensée réseau. Oui, merci, merci Marie-Ève. Donc, ça prend des gens qui élèvent la réflexion au-delà du mon patient que je transfère ou le patient que j'accepte. Puis c'est ça, je pense, qui est le plus gros défi, puis la plus grosse barrière, c'est que les gens, puis je parle de cliniciens surtout, ont l'impression que c'est beaucoup plus facile sans structure de coordination. Ils appellent leurs contacts, leurs amis, leurs cousins, leurs beaux-frères, j'exagère à peine, dans leur hôpital voisin, ils appellent, c'est réglé, on n'en parle plus, ou non, c'est pas réglé, ben on passe à un autre hôpital, et ainsi de suite. Donc, on s'approprie malheureusement comme clinicien des démarches de coordination qu'on pourrait déléguer à d'autres instances pour se concentrer davantage sur notre travail de clinicien. Puis ça, je pense que c'est le plus gros défi, la gestion de changement. Quand on arrive avec des idées de coordination, les gens, les équipes médicales voient ça beaucoup comme des intermédiaires ou une perte de contrôle sur leurs entrées et sorties de leurs unités de soins. Je pense que le défi que des structures de coordination doivent avoir, c'est d'être à l'écoute de ça, d'inviter ou d'inciter les équipes à devenir des penseurs réseau et avoir le bénéfice au-delà de la trajectoire du patient. Parce que ce n'est pas juste de placer le patient dans un endroit, ce n'est pas juste de dire le patient A doit aller du point A au point B. Il y a une structure de communication, d'information médicale, de tenue de données, d'occupation des lits de soins intensifs, de roulement à l'interne aussi. Puis comme disait Marie-Ève, on ne fait pas de la gestion interne, intra-établissement ou intra-hospitalier. Je veux dire, faut savoir les rôles de chacun dans une structure de coordination. Puis des fois, ça, ce n'est pas tout à fait clair, ce n'est pas tout à fait compris. Puis il y a une impression, il y a une perception de perte de contrôle de la décision ultime de prendre ou de ne pas prendre un patient par les médecins. Puis ça, c'est un des gros défis qu'on rencontre quand on veut développer des structures de coordination. Je te laisse la parole, Marie-Ève. En fait, ça va aller dans le même sens. Là, pour avoir observé et vécu directement comment ça fonctionne quand il y a une telle instance dans un CHU, comment ça fonctionne quand il y a une telle instance avec un mandat provincial, ministériel. Pour avoir observé aussi le modèle des SAMU en France, les problématiques sont souvent les mêmes, puis c'est un peu dans le même sens que ce que tu disais, Caroline. On vient un peu s'ingérer dans la décision qui était historiquement médicale. Et ça confronte des décisions médicales et des décisions administratives en lien avec la capacité. Et ça c'est difficile, c'est un enjeu majeur. Et ça vient soulever des enjeux légaux aussi, donc la responsabilité médico-légale du médecin qui accepte, qui refuse un patient pour des raisons administratives. Fait que ça, dans tous les modèles que j'ai et qu'on a observés, c'est quelque chose qui ressort. L'autre élément que je dirais, c'est que ça nécessite, pour bien fonctionner, une organisation du réseau en question. En France, ils vont parler de portfolio d'activités. Donc, ils vont savoir exactement où sur leur territoire devrait s'offrir tel ou tel service. Quand la coordination arrive avant que ces décisions-là aient été prises, puis ces orientations-là aient été prises, ça soulève plein d'enjeux qui sont passionnants, mais pas simples. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Marie-Ève et Caroline. On a une question Lynn voulait peut-être compléter quelque chose. Oui, j'avais pas. Oui, je veux juste compléter sur je pense qu'au niveau de l'évaluation, un gros défi qu'on a, c'est quand on évalue, on regarde un point de vue équité, puis on s'attend à ce que les soins soient standardisés d'une place à l'autre. Puis même les guides de pratique clinique cherchent à standardiser les soins, mais ce qu'on voudrait, ce qui est très important, puis peut-être plus important que ça, c'est de respecter les souhaits des patients. Le grand défi, quand on fait de l'évaluation, c'est de tenir compte de ça, puis de savoir si on respecte bien les souhaits des patients qui voudraient rester
proche de la maison à tout prix. Il y en a d'autres qui veulent aller dans un centre hyper spécialisé. Mais nous, notre défi dans ce projet de recherche-là, ça va être justement, avec les patients partenaires, d'incorporer le point de vue des patients, puis de considérer ça et pas vouloir à tout prix standardiser les soins pour que ce soit pareil pour tout le monde. Merci, Lynn. Est-ce que ça, en fait, c'est la réponse à la question qu'il y avait dans le chat, peut-être sur vous semblez intéressé au placement des patients en besoin de soins critiques, mais c'est peut-être plus une cascade de placements qu'on doit valider. Est-ce possible de créer un espace et de respecter les besoins de chaque patient? Je pense que c'est un peu ça, Lynn, que tu viens de répondre là-dessus. Est-ce qu'on peut demander à la personne, donc je comprends que c'est Gilbert, est-ce que Monsieur Gilbert, pouvez-vous peut-être ouvrir votre micro et nous dire si c'est à ça que vous pensiez, puis si ça répond à la question? Voulez-vous préciser ce que vous vouliez faire comme commentaire ou comme question? Bonjour, Gilbert Raymond à l'Université Concordia. Je suis quelqu'un qui enseigne les systèmes humains. Il me semble que ce que vous voulez, on s'intéresse au problème de placer des gens qui sont en situation critique pour avoir des soins critiques. Mais c'est plein partout. Fait que ça veut dire qu'il y a une cascade d'effets à considérer. Si on peut trouver une place clinique, c'est peut-être parce qu'on a pris quelqu'un, on l'a sorti des soins cliniques ou qu'on l'a amené ailleurs. Donc, je pense que c'est important qu'on ne vérifie pas si le système est partout le même au Canada, mais s'il y a une solution partout pour chacune des situations critiques sur lesquelles on arrive. C'est comme si on regardait si le réseau local de Folio, là, si on est en France, mais de soins est possible là-dessus. Une autre chose que je voyais aussi, c'est que si on sépare complètement l'administration du côté médical, un médecin qui agit par lui-même sans passer par l'administration formelle se dit peut-être, si j'ai une solution administrative, ça va bien passer, elle va venir toute seule. Mais si je n'ai pas cette solution administrative-là, peut-être que mon choix médical peut changer, puis là, je vais l'ajuster. Si on sépare les deux fonctions systématiquement, le médecin ne peut pas intervenir autrement, puis l'administration ne peut pas dire revenir au médecin et dire « as-tu une autre solution? » Donc, tout à fait. C'est vrai. Donc, ce que vous dites, c'est que ça prend un échange. Il ne faut pas les séparer. Il faut regarder si le réseau local fonctionne. Puis il faut considérer que le médecin qui agit par lui-même, c'est peut-être pour pas être embêté. S'il est embêté du point de vue administratif, il ne veut pas être embêté, il veut trouver une solution médicale. Oui, tout à fait. Puis pour faire du pouce sur ce que vous dites, c'est aussi qu'il faut prendre le recul de ne pas regarder juste les demandes qu'on reçoit, puis le patient, mais bien quels sont tous les patients qu'on ne voit pas, qui sont en attente. Tout ça, c'est des vases communicants. Fait que c'est ça que ça fait ressortir aussi. Exact. Il y a des angles morts qu'il faut considérer qu'on ne voit pas quand on est au cas par cas, un patient à la fois, tandis qu'il faut qu'on les ait sur le radar, sur le tableau de bord. C'est les devoirs de... Oui, puis on parle bien de traiter des patients et non des cas. Tout à fait. Alors, si vous traitez des patients, vous considérez que chaque patient, qu'il soit en soins critiques ou qu'il soit en soins, disons, en phase-out du critique, est aussi un patient. Ah, tout à fait. Et alors, si on sort du cas clinique, du focus, c'est le critique qui doit sortir. Peut-être qu'on va trouver un peu plus d'espace pour travailler là. Oui, je suis bien d'accord. Merci beaucoup. Du commentaire qui est très pertinent, c'est le contexte. Alors, optimiser les soins dans chaque province, c'est tout à fait vrai. Il faut tenir compte des contextes différents dans chaque région, chaque province. C'est un très bon point. Merci beaucoup, M. Gilbert. Oui, juste une dernière chose. Oui? Dans tout ça, si on a un portrait local qui est assez clair, qu'on a réussi à le mesurer de la même façon partout, le portrait global va ressortir. Mais la première chose, c'est pas de dire on a un problème global, puis après ça, de refaire une autre enquête pour aller voir les problèmes locaux. Si on est capable de voir si le local répond, on pourra ressortir le reste. Merci pour votre question, M. Gilbert. J'irai avec notre première main levée, M. Pierre Blanchard. Je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole.
Oui, bonjour, Pierre Blanchard. Je suis actuellement directeur des affaires médicales et scientifiques à l'IPAM, l'Institut de la pertinence des actes médicaux. Et dans une vie antérieure, je suis encore, j'ai encore ces titres, je suis pédiatre néonatologiste et j'ai été impliqué énormément en organisation de services. Donc, je suis doublement intéressé autant par mon rôle à l'IPAM, parce que l'IPAM a eu à prendre des décisions pour supporter les activités du COLICI, donc la coordination, mais dans une vie antérieure, j'ai été très impliqué, comme je disais, en organisation de services et j'ai eu à contribuer à la création du Centre de coordination en périnatologie au Québec, donc le CCPQ, donc qui a à coordonner les soins critiques pour les nouveau-nés et pour les grossesses à risque élevé. Et les questions que vous vous posez actuellement, on se les est posées il y a une dizaine d'années. Donc, ma question est, et là, j'ai été beaucoup moins impliqué, pas du tout depuis plusieurs années avec le CCPQ. Dans les participants aujourd'hui, je n'ai pas vu de nom qui sonne une cloche, donc je ne sais pas s'il y a des responsables actuels du CCPQ ou des responsables passés qui pourraient contribuer à répondre à plusieurs de vos questions. Certains pourraient dire, ah non, soins intensifs adultes puis soins intensifs néonatal, ce n'est pas du tout pareil. Je ne suis pas d'accord. On a eu à bâtir un système de coordination à l'intérieur du réseau québécois. Donc, et comme on le sait, comparé avec le Canada, ça peut être utile, mais difficile. Comment notre constitution est bâtie, au Canada, on n'a pas un système de santé, mais 13 systèmes de santé, les 10 provinces, les 3 territoires, est très, très, très variable d'un endroit à l'autre. Donc, ma question est, bon, est-ce qu'il y a des gens du CCPQ qui sont là qui vont pouvoir peut-être alimenter? Et sinon, jusqu'à quel point, dans ce que vous proposez aujourd'hui, vous allez consulter ceux qui ont eu à bâtir et les dirigeants actuels du CCPQ? Parce que, comme je vous dis, toutes les questions que vous avez mises sur la table aujourd'hui, incluant même le choix du patient, ici on parle le choix des parents dans bien des cas, ou le choix de la mère, de la femme, du couple, dans le cas d'une grossesse à risque, on se les est posées. Et il y a eu différentes solutions qui ont été mises en place avec des avantages et des inconvénients. On pourra y revenir là, ce qui avait été décidé à l'époque comme approche pour les soins critiques aux nouveau-nés, la mère enceinte présentant une grossesse à risque. Donc, voilà. Docteur Blanchard, je vais me lancer comme ancienne de Sainte-Justine et étroite collaboratrice du CCPQ à l'époque. Je ne pense pas qu'on ait la chance d'avoir Dr. Buthieux, les gestionnaires actuels du CCPQ, avec nous ce matin. Par contre, je trouve personnellement que votre question répond à une de nos questions. C'est-à-dire, est-ce qu'on va questionner plusieurs instances d'une même province? Pour le Québec, je pense que la question doit être oui. On n'a jamais, puis corrigez-moi Caroline et Lynn si je me trompe, on n'avait pas fait le devis d'études en excluant la population pédiatrique, je crois. Fait qu'on pourrait tout à fait, ils devraient, en fait, les gens du CCPQ qui ont une expérience, vous le savez, là, de longue haleine, devraient répondre aux questionnaires puis contribuer minimalement de cette façon-là, mais sinon de façon encore plus étroite au devis de recherche. Ça serait ma première Oui, tout à fait. Merci, Maria. Je compléterais aussi en disant que c'est effectivement, en fait, on s'était centré sur les structures de coordination provinciaux, puis ce qu'on a eu comme information dans les autres provinces et territoires, c'était qu'il y avait c'est rare que c'était par profil de clientèle. Alors, c'est assez propre au Québec à ce qu'il y ait des différentes structures de coordination par profil de clientèle sans que ce soit minimalement centralisé à quelque part. Fait que moi, je dois l'admettre, c'est un peu un oubli. Peut-être qu'on était plus occulté sur le reste du Canada plutôt que le Québec. On était trop préoccupés à vouloir chercher ce qui se faisait ailleurs plutôt que de questionner ce qui se faisait ici. Mais j'en prends bonne note. C'est assuré que votre commentaire va être. Peut-être juste un exemple des questions qu'on a eu à résoudre à l'époque, là, et vous l'avez abordé en termes de gestion du changement. Il y avait déjà des structures existantes avec les réseaux et à l'époque, c'était très organisé RUIS. Parce que nos centres tertiaires sont beaucoup RUIS en néonatologie et en centre de grossesse à risque. Donc, la question à savoir, est-ce que le centre doit contacter son réseau, doit contacter un réseau central? Peut-être pour l'information de tous, c'est un réseau mixte qui avait été mis en place. Est-ce que c'est encore ça qui est
qui est là pour favoriser la gestion du changement et peut-être d'avoir ce contact davantage local, sans qu'on passe par ce qui existait, vous avez mentionné en introduction, que parfois les choses se font d'individu à individu. Et ça a prouvé en organisation de service que ça va bien quand les individus se connaissent, mais un individu change, un individu part, un individu prend sa retraite, un individu est malade, nommer tous les cas, et là, ça s'écroule. Donc, effectivement, c'est pour ça que je vous invite certainement à discuter leur expérience, parce qu'on a soulevé récemment dans une des discussions à l'IPAM que certaines choses fonctionnent bien, certaines choses fonctionnent moins bien. Ça vous éviterait peut-être, et comme je vous disais, ça a été bâti dans le réseau québécois. Vous allez me dire, il n'y a pas le même nombre de soins intensifs adultes versus soins néonatals. Oui, mais l'idée est la même. C'est comparable, bien exactement. Bien sûr. L'idée est la même. Voilà. Je me permettrais une question, Dr. Blanchard, par exemple, si vous me permettez. Est-ce que vous prendriez le CCPQ comme pilote ou comme partenaire de recherche? Parce que nous, on a déjà un pilote à l'extérieur du Canada, mais est-ce que dans votre esprit, on devrait plus les avoir comme partenaire de recherche à même l'étude pour la suite des choses, entre autres pour les impacts, parce que ça va être on n'en a pas beaucoup parlé parce que c'est en élaboration puis c'est en chantier, mais ou bien vous nous proposez plutôt de les prendre comme pilote pour tester le contenu du questionnaire et Oui, bien, probablement peut-être pour voir comment ça s'est bâti, quelles ont été les embûches en cours de route basées sur le réseau québécois, là, parce que, bon, nous, à l'époque, puis je pense que vous avez fait le même exercice, on avait consulté principalement Critical en Ontario et aussi le réseau albertain qui, à l'époque, n'était pas aussi bien organisé que maintenant. Donc, on s'était centré sur Critical et eux-mêmes avaient mentionné, puis là, on remonte à il y a presque une dizaine d'années, donc Critical a évolué aussi dans le temps, puis on a eu une pandémie. Juste peut-être pour se rappeler pourquoi le réseau néonatal et grossesse à risque avait été créé. Là, il n'y avait pas de pandémie à l'époque, mais il y avait eu une désorganisation du réseau. On avait à peu près la même situation qu'on vit maintenant en médecine adulte avec la COVID. On n'avait pas assez de lits ou il y avait trop de lits occupés par des patients qui n'avaient pas affaire dans les lits de soins intensifs. Les réseaux de communication avaient été détruits pour toutes sortes de raisons à l'époque. Donc, c'était un problème d'accéder aux lits de soins intensifs comme maintenant vous faites face. Ouais. Donc, c'était un contexte semblable. Et ce que Critical nous avait mis en garde, parce que eux, c'est une grosse machine. Là, on ne l'a pas élaboré aujourd'hui, mais pour ceux qui connaissent Critical, c'est méga organisation. Et ils avaient dit, oui, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients où des fois, les individus se connaissent peu, se connaissent pas nécessairement l'individu qui est à répondre à Critical, les exigences locales. Et ça, c'était ce qu'eux tentaient d'améliorer dans leur système. C'est pour ça que finalement, on était allé avec un système mixte de soit contacter le réseau direct avec lequel ils faisaient affaire et le système de coordination, soit en deuxième lieu, ou quand il y avait pénurie de lits partout, d'accéder directement au centre de coordination. Donc, on pourra en reparler directement, là, mais je préférais que vous le fassiez directement avec les gens du CCPQ, avec Maria Gonthieu, qui ont eu à le vivre dans le temps. Moi, je l'ai vécu au début, dans les 3, 4, 5 premières années du CCPQ, mais dans les derniers 5 ans, j'ai été beaucoup plus éloigné. Donc, moi, je répondrais de vous servir du CCPQ, peut-être pour peaufiner vos questions, pour voir les embûches qu'ils ont vues avec tous les systèmes. Fait que je les prendrais davantage comme partenaires de ce qu'ils ont eu à vécu à l'intérieur du réseau québécois. Puis comme je le disais, c'est un réseau qui est particulier, qui est différent de celui de l'Ontario. Mais qui fait face aux mêmes enjeux. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Merci, M. Blanchard. Je pourrais articuler ça en termes de notre programme de recherche, parce que je trouve ça super intéressant, puis ça rejoint le commentaire de Dr. Raymond aussi. Là. Je pense que ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait un mécanisme dans le programme de recherche pour aller chercher l'information sur les barrières facilitateurs, puis les expériences, puis des groupes de discussion pourraient faire partie de notre programme de recherche. Je pense que ça enrichirait beaucoup l'information de l'enquête. Une espèce de communauté de pratique peut-être de coordination québécoise là, pour de différents milieux. Ouais, c'est des bonnes idées. Et peut-être, vous l'avez mentionné tantôt, puis bon, dans la discussion, on pourra voir à un moment donné qu'est-ce qu'on bâtit comme réseau. Et je pense qu'un des problèmes, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'au Québec, on a bâti par conditions cliniques, là,
Il existe une multitude de numéros de téléphone où les gens appellent en fonction des conditions cliniques. Ça est un embûche, mais aussi pas uniquement le CCPQ, mais je pense qu'il y a eu d'autres situations qui ont été bâties en cardiologie tertiaire, au niveau de l'AVC et différentes pathologies comme ça, qui ont bâti des réseaux qui sont disparates, mais qui à un certain point se chevauchent en termes de réactivité nécessaire par le réseau. Merci beaucoup, M. Blanchard, parce que je vais avoir le rôle de justement contrôler un peu, de laisser la chance à d'autres. On a une question dans le chat, puis François, je pense un commentaire. Ou... Non, ben, j'allais dire, en fait, c'est ça le but. Là. Je suis assez content de voir que les discussions vont dans le sens. Alors là, il y a eu une question, puis il y a eu une suggestion. Donc, le projet, c'est de la documentation. Hein? C'est une cartographie de ce qui existe. Et là, les chercheuses, vous vous êtes retournés vers ce qui se faisait ailleurs. Et là, la suggestion qui vous est faite, c'est de regarder ce qui se fait un peu à l'interne. Alors, le Québec a ceci de particulier que plutôt que d'avoir tout intégré, toutes les conditions cliniques et les thèmes, alors là, ça s'est fait de façon compartimentée, maladie par maladie ou presque, mais il y a néanmoins là une expertise, une expérience qui est pertinente. Puis donc, Dr. Blanchard, vous allez peut-être vous faire inviter à participer à ce projet-là. Denis, je pense qu'on devrait probablement aussi l'inviter à participer à nos activités du AQCP, de même que les gens du CCPQ, tel qu'il a été suggéré. Donc, je pense que c'est tout à fait intéressant. Je pense qu'on aurait ça continuer dans la même veine. Il nous reste une demi-heure. On va continuer de modérer. Là, il y avait une question de M. Desrosiers dans le chat qui semblait viser les outils, donc les données cliniques, les dossiers cliniques. Et donc, je vais juste résumer, mais M. Desrosiers va vous inviter à préciser après, mais je comprends qu'on fait ressortir le fait que si on veut gérer le bon patient, si on veut s'assurer que le bon patient reçoive, les bons patients, patientes reçoivent les bons soins aux bons endroits au bon moment, ça demande un minimum d'informations cliniques. Là, je vous rappelle que le projet dont on parle, c'est pas un projet c'est un projet qui fait la cartographie. Mais est-ce que ce dont on parle ici, les outils cliniques, les outils de dossier clinique font partie des affaires que vous allez documenter ailleurs au Canada? Donc, est-ce qu'à Critical, qui est le système ontarien, est-ce que dans l'organisation des soins en Alberta, est-ce que les dossiers cliniques, les dossiers médicaux font partie de la solution puis des infrastructures de coordination des soins? Est-ce que vous vous intéressez à cet aspect-là dans votre projet? Mais si je peux me lancer dans la première partie de la question, là, on parle d'information de qualité et c'est vrai que c'est un enjeu, mais je le voyais au sens plus large d'information. Également l'information administrative, clinico-administrative, de disponibilité, capacité, etc., etc. Fait que ça, c'est un enjeu point. J'en dirai pas plus parce que c'est un sujet en soi. Sur l'utilisation des dossiers cliniques, par contre, je vais peut-être passer la balle à Caroline. Ça va être plus pertinent et intéressant dans notre volet 2, où on va venir étudier justement l'impact clinique d'une coordination de ce type-là. Exact. Ben, en fait, c'est un peu ça qu'on mentionnait un peu plus tôt, c'est que c'est bien beau de décrire, c'est une première étape là, de dire quelles sont les structures de coordination auxquelles que le Canada s'est doté, mais il y a plusieurs éléments à étudier. Je veux dire, c'est pas juste une question de trajectoire du patient du point A au point B. Il y a la documentation écrite. Marie-Ève parlait de l'impact médico-légal, de la décision d'accepter ou de refuser un patient à travers une structure de coordination. Il faut laisser des traces de ça. La CPM, la protection médicale, assure et reconfirme que pour tout transfert et toute opinion clinique qui est émise par un médecin, il faut qu'il y ait une traçabilité écrite de son opinion clinique. Est-ce qu'une structure de coordination doit assurer par le fait même l'archivage et la tenue de dossiers cliniques? Je n'ai pas la réponse à cette question-là. Ça, c'est pas des choses on le documente un petit peu dans le questionnaire à travers la téléexpertise, mais à notre connaissance, les systèmes de coordination sont beaucoup, beaucoup, beaucoup centrés sur les trajectoires. Où on envoie le patient, à quel endroit est-ce que la ressource correspond aux besoins cliniques.
Mais le dossier clinique, puis ça ouvre la porte à une autre question. Il y a des structures qui sont purement support administratif. Entre autres, le Critical. Le Critical, ce sont des adjoints, des téléphonistes en bon français qui prennent l'appel. Ce n'est pas du tout clinique, c'est des facilitateurs de communication entre deux médecins. Donc, l'adjointe administrative ne peut pas assurer une tenue de dossier clinique. Elle n'est que facilitatrice, support administratif pour mettre en contact deux médecins. Donc, c'est un gros enjeu. Actuellement, au Québec, comment je pourrais dire en peu de mots, c'est difficile, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de façon d'archiver une note médicale à travers une plateforme de télésanté, téléexpertise. Ça se trame beaucoup avec le Collège des médecins, avec le ministère, évidemment, mais actuellement, on n'a pas d'outils performants, fiables, sécurisés, légaux pour archiver une note, une note médicale. Donc, pour répondre à M. Desrosiers, on n'a pas, à ce jour, en tout cas, là, je n'ai pas beaucoup de structures de coordination en tête où est-ce qu'ils vont à ce point pousser le support avec les médecins pour élaborer un dossier clinique. C'est que administratif et facilitateur de communication. Merci, Caroline. Est-ce qu'on a répondu à votre question, M. Desrosiers, ou est-ce que ça va si vous voulez prendre la parole ou si d'autres choses à ajouter avant qu'on passe à Mme Ducharme? Oui, on a répondu en partie. Ma question était peut-être mal formulée. On se plaint souvent de la qualité de l'information disponible dans le réseau pour faire la gestion. Or, le CHU à Sherbrooke, avec le dossier Ariane et l'entrepôt de données qu'ils ont mis sur place et qui regroupe l'ensemble des établissements du RUIS de la région, sont une source d'information très riche. Et souvent, pour assurer la pérennité d'un projet, on doit pouvoir évaluer les impacts et la pertinence de ce qu'on a fait. Je me demandais si ça ne pourrait pas être, je dirais, un groupe témoin ou un secteur témoin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme mécanisme de coordination. Mais si on dit, dans ce RUIS-là, il se passe telle chose, et nous, voici ce qui se passe chez nous, peut-être que ça pourrait permettre d'évaluer les impacts du COF et du COSI et d'aider à sa pérennité et à son développement. C'est dans ce sens-là. Ah, je comprends bien. C'est assurément qu'on pourrait peut-être l'envisager de piloter en fait quelque chose à partir de quelque chose d'un système qui marche bien. Merci de la suggestion. Je ne veux pas avoir l'air mais merci, M. Desrosiers. Je pense que les chercheurs ont bien noté. Je fais la job plate de surveiller le temps. Je vois les mains. Donc, je veux m'assurer que tout le monde puisse contribuer ou commenter. Donc, il nous reste 25 minutes. Puis, donc, on va garder peut-être 10 ou 15 minutes à la fin là, pour conclure ou Denis a quelque chose en tête pour la fin de la présentation. Donc là, il y a Madeleine Ducharme qui a levé la main. Donc, gênez-vous pas. Puis donc, à toi, Madeleine, peut-être, si tu veux poser ta question. Oui, bien en fait, c'est un commentaire, puis ça risque de répondre en partie. Là, quand on parle de comment on coordonne, je vais vous présenter pour commencer, parce que c'est pas tout le monde qui me connaît. Au contraire, c'est une minorité. Madeleine Ducharme, je suis coordonnatrice à la DSI pour le CIUS de l'Estrie-CHU et responsable des soins intensifs et de la traumatologie et du don d'organes. Donc, je suis très concernée et je trouve ça super intéressant. Ça va me faire plaisir de pouvoir collaborer. Et nous, justement, j'allais faire une parenthèse de comment on coordonne nos activités du côté de l'Estrie, incluant une partie de la Montérégie là, qui couvre Brome-Missisquoi, Perkins et Granby. On avait justement des enjeux de coordination et j'ai eu un mandat. Quelque part, ma référence, c'est la pandémie, mais quelque part, comme 1 an et demi à peu près avant la pandémie, de regarder avec, puis je fais pas ça seul, là, c'est clair, de coordonner des arrimages justement dans le grand dossier global qui s'appelle transport. Et là-dedans, il y a des transports soins critiques. On sait qu'effectivement, du côté de la néonate, on a ça aussi à Sherbrooke. Il y a la PED où ils étaient solides, eux autres, avec le transport. Ils vont chercher eux-mêmes le patient. Il y avait une façon de fonctionner
Du côté des soins intensifs, avec le policier, la pandémie, on s'est mis en place une équipe de transport. Mais comment on coordonne tout ça et comment on hiérarchise nos trucs? Et il y a toutes les autres qui ne sont pas nécessairement critiques, mais qui ont besoin aussi du transport. Fait qu'on voulait au moins s'assurer d'une cohérence. Et finalement, c'est un éléphant qu'on essaye de manger une bouchée à la fois parce que c'est complexe. On a besoin d'identifier qu'est-ce qu'il y a dans le transport, comment on va documenter, comment on va mettre les balises. Puis juste là, actuellement, ben, on appelle à un endroit, à 2 endroits différents pour juste demander une ambulance selon la criticité. Et on appelle un autre endroit où sinon, il faut qu'on s'organise pour avoir la ressource. Fait qu'il y a beaucoup de travaux en cours pour coordonner l'ensemble de l'œuvre. En lien avec le dossier clinique informatisé Ariane, actuellement, en 2022, il est seulement à Sherbrooke. Donc, si on veut pouvoir documenter des choses qui se passent sur le territoire, pour l'instant, on n'est pas rendu là. C'est une question de temps. Granby se déploie avec une version supérieure qu'on va pouvoir upgrader du côté de Sherbrooke. Puis quand le CIUS au complet pourra être sur Ariane, effectivement, je pense qu'on aura beaucoup, beaucoup d'infos. Actuellement, je ne dis pas qu'il n'y a rien parce qu'il y a des choses qu'on arrive à mettre dedans, mais c'est parcellaire. Mais pour vous dire que oui, on est en train de travailler beaucoup là-dessus. Fait que même moi, ça va m'intéresser pour pouvoir appuyer mes choses, de peut-être avoir un peu d'infos. Fait que de part et d'autre, j'ai l'impression qu'il pourrait avoir une collaboration bien intéressante. C'est bien noté. Merci énormément. Merci. Le transport, si je peux me permettre aussi, Denis, ça m'interpelle beaucoup parce que j'aime l'image de l'éléphant, une bouchée à la fois. Je dirais même un mammouth. Je pense que c'est un gros enjeu qu'on n'a pas encore, ou qu'on effleure à peine, puis c'est un maillon important d'une coordination. Parce qu'on peut, puis on l'a vécu avec l'expérience des 2 dernières années, des 3 dernières années même, on peut être très performant à trouver un endroit, un médecin demandeur qui accepte le patient. Mais si le patient, pour une raison de transport, arrive 8 heures ou 10 heures ou 5 heures plus tard, ben, le bénéfice, l'impact qu'on a est trop dilué, là, beaucoup trop dilué. Puis, si je peux me permettre un dernier commentaire, un enjeu majeur qu'on a, c'est pas pour les patients critiques, mais justement pour les non critiques où nos centres référents ne se posent pas la question sur le type de transport et s'il y a un besoin de ressources ou pas dans le transport. Ils appellent l'ambulance. Oui, c'est ça. Bien, à l'inverse, mettons, on a une masse critique qui viennent à Sherbrooke, par exemple, pour des services en hémodynamie, mais des fois, c'est des habitudes où les gens ne se posent pas la question, fait qu'il n'y a pas d'ambulance, bon, on va le mettre en transport adapté, puis là, on fait comme, oh, votre jugement clinique. C'est-tu correct de prendre le transport adapté ou de mettre une infirmière dans le transport adapté? Pas de défibre. OK. Fait que c'est là où c'est tout ça qu'on est dedans live, là-dedans, des rencontres. Ben, ça va avec le commentaire. Ben oui, puis ça va avec le commentaire un peu plus tôt de M. Gilbert, c'est qu'il faut marier la considération clinique et administrative. Tout à fait. Ça, c'est une des barrières qu'on a nommées tantôt, puis c'est comme dit Marie-Ève, passionnant mais complexe. Oui. Merci, Mme Ducharme et merci, Caroline. Je pense qu'on va y aller avec une autre question. François, est-ce que tu veux nous relancer dans les questions qu'on devrait aborder pour repartir? Je peux, si tu veux. Je te surprends, hein? Alors, vous avez compris, donc, Madeleine Ducharme s'intéresse beaucoup à ça, mais donc, la perspective d'un CIUS. Hein, je pense que donc, c'est un défi, c'est un éléphant, puis tout ça. Puis ça, c'est juste la perspective d'une région, qui n'est pas la plus populeuse. Puis donc, l'enjeu, c'est qu'à l'occasion, si moi, là, dans mon travail, que ce soit aux soins intensifs ou à l'étage ou en cardiologie, on n'est pas en mesure, lors d'une crise, d'une pandémie ou autre, d'offrir les soins adéquats. C'est sûr que c'est embêtant pour les patients de déménager ailleurs. C'est pas le premier choix de référer un patient, de l'envoyer ailleurs ou une patiente. Mais des fois, l'idée, c'est ça, c'est qu'entre offrir des soins peut-être de moins bonne qualité puis le référer ailleurs, est-ce qu'on est en mesure de le faire? Alors, c'est déjà, là, j'ai bien entendu Madeleine, puis je le vis, c'est complexe dans notre coin de pays. Alors là, on vient de multiplier ça et les bébelles qui sont à l'étude ici par notre équipe de chercheuses, les systèmes, les politiques, les infrastructures, ça vise à faire ce que Madeleine fait, donc, mais à plus grande échelle, parce que des fois, je veux dire, on n'est pas à l'abri d'avoir à faire ça entre les régions.
Et là, il y a plein de choses qui sont ressorties comme étant des barrières très réelles. Donc, tout le monde est plein. Vraiment, vous avez dit, c'est si tout le monde est plein partout. Alors, oui, mais des fois, on est plus plein qu'ailleurs. Donc, et comme médecin, quand je suis dans mon unité de soins, moi, je vois que mes lits sont occupés. J'ai des patients très malades, il y en a un petit peu moins malades, un petit peu moins malades. J'ai aucune idée de ce qui se passe à Trois-Rivières, puis à Montréal, puis à Québec, puis dans les autres réseaux. Tout le monde est plein, puis leurs lits ont l'air plein. Mais moi, tous les jours, dans mon unité, je suis habitué de prendre, quand quelqu'un m'appelle, de prendre le patient le moins malade, de dire, ben, c'est le moins malade, celui qui s'en vient est plus malade, on va changer. Je vais m'assurer que le moins malade, si c'est sécuritaire de le faire, soit soigné ailleurs. Puis là, donc, il y a un remplacement comme ça. Donc, je peux faire ça unité par unité, mais quand j'ai des œillères et que je ne vois pas ce qui se passe ailleurs, la prise de décision qui mène éventuellement à un transfert d'un individu d'une région à l'autre, ben, elle est assez difficile parce que moi, je peux me contenter de dire mes lits sont pleins, j'en ai pas de patients, je n'ai pas de place, appelle ailleurs. Et là, la réalité, c'est que si tout le monde est plein, il y a toujours des gens un petit peu moins rouges que d'autres. Il y a des gens qui versent plus sur le côté orange. Et ça prendrait, dans un monde idéal, la capacité de voir, d'avoir une vue d'ensemble pour bien diriger en temps opportun, pour que les soins optimaux soient donnés à tous nos patients. La raison de faire ça, c'est d'éviter de tomber dans le fameux protocole de triage ou de priorisation dont tout le monde a entendu parler. C'est-à-dire, si on veut ne pas se rendre là, il faut être capable d'utiliser, de maximiser l'utilisation des ressources qui sont disponibles. Et alors, c'est compliqué. On a fait ressortir que ces communications-là, ça se fait très bien quand vous avez votre meilleur ami qui travaille dans l'hôpital voisin, mais quand c'est des gens que vous ne connaissez pas, quand les gens s'en vont, quand il n'y a pas de relation, quand on sort des corridors traditionnels, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, c'est le but de faire ça, de ces infrastructures-là, c'est d'augmenter la résilience, l'efficience, la pertinence des soins, mais il y a des barrières énormes, que ce soit de l'accès à l'information administrative clinique, que ce soit les relations, les protocoles, la communication, l'outil de transport. C'est pas tout de voir qu'un patient peut aller d'un endroit à l'autre, mais si on n'a pas de moyen de l'amener là-bas, puis l'ambulance, c'est un des éléments, mais ça prend aussi du personnel dans l'ambulance. Donc, s'il n'y a pas d'inhalothérapeute, s'il n'y a pas d'infirmier, infirmière, donc c'est complexe tout ça. Donc, il y a des barrières, il y a des raisons de faire ça, mais il y a des barrières, puis donc, j'ai plus envie de résumer que de poser une question finalement. Mais, je t'arrête, François. Je n'avais pas vu avant, mais il y a Mme Guilbeault qui aurait une question. Je vais te laisser revenir avec ta question après. Mme Guilbeault. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité à votre table. Je vais me présenter. Je suis Dr Nathalie Guilbeault. Je suis gynécologue obstétricienne depuis 26 ans, puis directrice de service professionnel au CIS de Gaspésie. Fait que moi, j'ai une autre réalité que vous autres dans les grands centres. Là. Je vais vous parler de ce que j'ai vécu, parce que je suis encore gynécologue. Actuellement, je suis de garde, là, pour vous dire. Fait que le problème d'un transfert, quand on a quelqu'un à transférer, je l'ai vécu en gynéco-obstétrique, j'ai soutenu aussi les confrères en chirurgie ou en médecine parce qu'on travaille, on est des petites équipes. Premièrement, il y a le transport, ça c'est clair. Faire venir EVAC, c'est pas toujours évident. La piste d'atterrissage peut être gelée, ne pas fonctionner et ça peut entraîner des délais. Avec le fait qu'on n'a peut-être pas tout ce qu'il faut, nous, en région, pour soutenir la problématique du patient en question. L'autre chose que, c'est plus des commentaires que je vous amène là, de choses à regarder également. Là. Donc, température qu'on vit à l'extérieur, surtout en hiver. Moi, je me rappelle des premiers coups-ci, ils ne voulaient pas venir EVAC chercher le patient parce qu'il mouillait. Tout simplement parce qu'il y avait tout un protocole au niveau des vagues. Fait que, bon, ça a évolué, mais ça demeure que c'est des choses qu'on a vécues avec des patients intubés. Trouver le milieu au début, c'était pas tout à fait la chose la plus facile. Des fois, moi, j'ai eu un cas où j'ai eu un AVC chez une femme enceinte à 20 quelques semaines. Puis Québec ne voulait pas la prendre parce que le CHUL, il n'y avait pas de neurologue, mais c'est l'endroit où il y a l'obstétrique. En tout cas, ma patiente a fini par se ramasser à Montréal. Tu sais. Fait que moi, j'ai dû faire comme 3-4 téléphones pour pouvoir transférer cette patiente-là parce que moi, je n'avais pas l'expertise neurologique pour ça. Fait que c'est des choses qu'on vit là, en région. Puis, une petite chose, des fois, qui peut être un peu triste pour nous, c'est que des fois, on transfère des patients parce qu'on n'a pas soit l'appareillage, soit le personnel, soit la condition. On anticipe que si le patient se dégrade, on préfère qu'il ne soit pas dans nos régions.
Mais des fois, il y a les commentaires que, mais pourquoi vous nous l'avez transféré? Il était correct, votre patient. Vous auriez pu l'observer une journée de plus, ça aurait été correct. Mais ils ne savent pas tout ce que nous, on doit subir comme pression pour pouvoir faire le transfert. Moi, j'ai déjà transféré une préclampsie sévère prématurée 3 jours plus tard parce que je n'ai jamais été capable de faire dégeler la piste d'atterrissage à Gaspé. Puis, mais tu sais, c'est ça. Fait que des fois, on va transférer un petit peu plus tôt parce qu'on anticipe que, puis on l'a vu en pédiatrie, on a vu des bébés qu'on a transférés parce que actuellement à Gaspé, j'ai 2 postes de pédiatre si jamais quelqu'un veut venir, mais j'ai 0 pédiatre actuellement. Ben, encore dans la dernière année, on a eu des commentaires d'endroits où on a transféré des bébés où il y a eu une certaine réanimation, puis qu'ici, les médecins de famille ne voulaient pas les garder parce que c'était normal. Puis on avait le commentaire, ben, il était correct, votre bébé, il allait bien. Fait que c'est des petites choses que je voulais vous partager, vu que vous m'avez invité à cette table-là, puis pour vous donner un peu le sens de ce que c'est les régions éloignées. Merci beaucoup. Merci. Ben oui, c'est très précieux. Je me permets sur votre dernier commentaire, là, c'est un élément qui nous touche beaucoup, puis on va voir un peu comment ça fonctionne ailleurs, mais là, je vais essayer de répondre en portant mes 2 chapeaux, mon chapeau de chercheuse, mais mon chapeau COULCI aussi. Ce qu'on dit, nous, en tout cas, au niveau du COULCI, mais qu'on va aller interroger dans les autres provinces, c'est qui détermine l'urgence du besoin. Puis c'est ça que ce que vous dites, dans le fond, là, puis ce que nous, on a observé dans notre pratique terrain, c'est le médecin qui demande. Son niveau de confort à lui, sa connaissance des ressources de son milieu, elle sera probablement toujours, je veux dire, il connaît mieux son niveau de confort à lui, puis il connaît probablement mieux son milieu que toute instance de coordination, aussi bonne qu'elle soit. Fait qu'on peut peut-être venir challenger ou remettre en question, est-ce que vraiment c'est urgent, est-ce que ci, est-ce que ça, mais si le médecin réitère sa demande, puis tout ça, bien, on pense qu'il faut respecter ça, puis notre expérience, c'est ça qu'elle nous démontre. Mais c'est important, tous vos commentaires sont importants, mais le dernier me touche particulièrement parce que des commentaires comme ça, il ne faudrait pas en entendre. Puis c'est ça l'idée aussi d'avoir une coordination un petit peu plus large, c'est de s'entraider, c'est de réfléchir à ça comme un parc de ressources régionales ou provinciales, puis voilà. Oui, puis j'ajouterais à ça, Marie-Ève, si tu permets, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais une structure de coordination peut être un bon aiguilleur aussi pour nommer des problématiques, soit de formation. Tu sais, je ne sais pas, moi, si ça arrive à toutes les semaines que un petit milieu communautaire se fait dire qu'il transfère trop vite, trop tôt, pas assez bien, pas assez ci, pas assez ça, bien, peut-être que de le nommer, c'est bien, mais de régler la question, ça peut être une autre solution aussi. Fait que je pense qu'une structure de coordination, puis le volet téléexpertise, télémédecine d'une structure de coordination, c'est très prometteur à cet égard-là. C'est de dire, bien, on a noté que tel milieu, il y avait tel commentaire ou tel. Puis c'est là la difficulté de rester dans le collégial, là, parce que c'est pas, malheureusement, c'est pas toujours le cas, mais quand c'est collégial, ça peut être très bénéfique et très payant de nommer, de dire, ben écoutez, Gaspé, on a un souci, vous dites que vous n'avez pas de pédiatre, ben, peut-être que ça prendrait une formation ponctuelle en pédiatrie, en bronchiolite, je dis n'importe quoi, je connais tellement rien là-dedans, mais je trouve que c'est intéressant de questionner le volet téléexpertise, télémédecine, transfert de connaissances à même une structure de coordination pour les grands territoires. Parce que là, on parle du Québec qui a une large superficie. C'est assurément gagnant dans mon esprit à moi d'aiguiller peut-être. Je ne dis pas qu'une structure de coordination doit se mettre à faire de la formation médicale continue. Là. Il y a des congrès puis il y a des associations qui sont là pour ça. Il ne faut surtout pas s'ingérer. Mais je pense que d'aiguiller les besoins de formation entourant des conditions de transfert qui ont été jugées problématiques de façon récurrente, pourquoi pas? C'est un autre bénéfice qu'on peut mesurer. Comme, Bon, je me permets, c'est pas mal intéressant tout ça. Donc, merci, Dr. Guilbeault. Moi, je suis médecin, un médecin qui est receveur plus souvent qu'autrement, donc je travaille dans un centre tertiaire, puis je vous le dis, je suis sûr que je veux dire, pour nous, là, quand il y a des gens pendant le webinaire qui ont fait ressortir le besoin d'arrimer, d'aligner, de coordonner
la perspective administrative puis la perspective clinique. Mais moi, de mon point de vue égoïste, je sais pas, de mon point de vue personnel, quand je suis de garde, j'ai la boue dans le toupette puis que mes lits sont pleins, je deviens bougon, là. Si je me fais appeler pour me faire dire que je dois prendre un patient qui n'était pas prévu, il faut que je gère après ça les patients qui devaient venir du bloc, par exemple, un patient qui avait une chirurgie élective, puis là, il faut puis ça génère toutes sortes de tensions, là, je veux dire, donc, on devient très, très facilement des affaires comme les choses dont on parle, les instances de coordination, gestion, des fois, on utilise le terme régionalisation des soins. La perspective d'une médecin qui travaille et qui se fait solliciter, c'est facile de percevoir ça comme étant désagréable, pénible. On peut avoir une vision très négative de tout ça, puis d'avoir la sensation que c'est l'espèce les méchants bureaucrates ou le méchant appareil de santé qui veut tout centraliser. Mais c'est parce que le fait est que, justement, je n'ai pas marché 1 mille dans vos souliers à Gaspé. Je ne sais pas quelle est votre réalité. Je ne sais pas quelle est la réalité de l'autre médecin de Montréal qui aurait peut-être reçu le premier appel et qui n'est vraiment, vraiment pas en mesure de prendre, parce qu'on est tous les deux pleins, mais il est encore plus plein. Et donc, cette espèce des fois, on a besoin d'une vue d'ensemble. Donc, on est content je suis assez content que vous ayez fait ce témoignage-là parce que on entend beaucoup la perspective des centres tertiaires et quaternaires. Et il faut bien comprendre que quand on travaille dans un centre tertiaire et quaternaire, la solution rapide, c'est de dire « ouvrez-moi des lits ». Moi, je me retourne vers Madeleine Ducharme puis je dis « ouvre-moi des lits, construis-moi un étage de plus ». Évidemment, il y a, au-delà de l'enjeu, des sommes d'argent phénoménales que ça coûte pour toujours agrandir les hôpitaux dont on entend parler toujours à la télé. Il n'y a pas juste ça, c'est quand bien même vous auriez construit le béton, il faut envoyer du personnel là-bas puis on pourrait ne pas les trouver. Donc, il y a ce besoin-là d'avoir une vue d'ensemble et d'utiliser de façon efficiente les ressources qu'on a et d'entendre votre point de vue, évidemment, c'est pas mal enrichissant. Là, il reste 8 minutes. Je me permets une dernière question parce qu'elle nous venait des chercheuses pour le public. Puis je pense qu'on va essayer, Denis, de gérer ça dans 4 minutes pour que dans les 4 dernières minutes, tu puisses closer puis remercier tout le monde. La question que les chercheuses avaient pour vous portait sur, mais je vais commencer par la poser à Lynn Moore, parce que la question, c'est quand on aura bien compris comment les différentes provinces et les différents réseaux québécois gèrent ça, les ressources rares puis la distribution des ressources, éventuellement, elles sont intéressées à mesurer l'impact sur des... Puis là, ça nous prend des indicateurs de performance de ces interventions-là. Alors, ces interventions-là, si ça a un impact bénéfique, on va le mesurer comment. Mais avant de poser la question aux gens ici, Lynn, peux-tu peut-être nous énumérer des indicateurs que vous savez que certaines provinces ou que certains réseaux utilisent? De quoi on parle? Est-ce qu'on parle de la mortalité ou est-ce qu'on parle d'autres choses, là? Oui, c'est drôle parce que j'avais fait un commentaire sur la dernière question justement là-dessus parce que pour être capable d'améliorer quelque chose et qu'il faut être capable de mesurer, il faut que les gens sachent qu'est-ce qui se passe dans le système. Puis moi, je travaille en traumatologie, on a développé beaucoup d'outils pour savoir, pour monitorer qu'est-ce qui se passe dans le système pour pouvoir identifier des opportunités d'amélioration. Là, quand tu nous donnes ces exemples-là, François, tu parles de indicateurs de résultats cliniques. Mais il y a aussi des indicateurs qui regardent les processus. L'idée, c'est de regarder les processus, qu'est-ce qui se passe dans le système. Est-ce qu'un patient qui est très malade passe plus que 4 heures à l'urgence? Est-ce qu'un patient qui requiert un transfert d'un centre rural vers un centre d'expertise, le transfert se fait puis se fait rapidement? Puis à l'opposé, moi, je m'intéresse à la pertinence des soins. Est-ce qu'un patient qui a été transféré nécessitait vraiment le transfert? Mais il faut trouver une façon de mesurer ça. Maintenant, qu'est-ce qui est mesuré actuellement au niveau des soins critiques? À ma connaissance, il y a beaucoup de littérature sur les indicateurs de qualité qui sont utilisés. Dans les résultats cliniques, on mesure beaucoup la mortalité parce que c'est facile à mesurer. On regarde les complications intra-hospitalières. On regarde aussi les réadmissions non planifiées. On regarde l'utilisation de ressources, entre autres la durée de séjour. Les choses qu'on voudrait mesurer, on n'est pas en mesure de le faire parce qu'on n'a pas les informations. C'est plus la qualité de vie, l'état fonctionnel, pas juste quand il quitte l'hôpital, mais 3 mois après, 6 mois après. Puis
Puis ça, c'est un gros défi parce que pour aller chercher cette information-là, il faut rentrer en contact avec les patients, il faut utiliser des outils qui sont validés, mais qui sont faciles à utiliser, qui se remplissent rapidement. Puis actuellement, on n'a pas d'informations là-dessus. Fait que oui, on est capable de regarder la mortalité, les complications. Puis aussi, est-ce que le patient est réadmis dans de 30 jours, c'est non planifié? C'est quoi son utilisation de ressources jusqu'à un an après? On a des données administratives pour regarder tout ça. Mais c'est quand même un gros défi là, de mesurer les résultats cliniques qui sont importants pour les patients. Donc, êtes-vous intéressé à demander pendant quelques minutes, si jamais, donc, Dr. Blanchard a eu un commentaire, il y a l'efficacité, la rapidité d'accès aux centres plus spécialisés, mais il y a aussi l'efficacité puis la rapidité avec laquelle les patients qui ont moins besoin de ça sont retournés vers leur milieu d'origine. Puis vous avez parlé de la satisfaction des patients, parce que là, de me faire dire que je suis malade, il faut que j'aille me faire soigner à Québec. J'aime bien Québec, mais j'aimerais mieux être soigné proche de ma famille. En même temps, si on m'explique que j'ai à choisir entre avoir accès à un respirateur ou pas, je vais y aller à Québec. Là, puis, donc, est-ce que les gens dans l'auditoire ont envie de commenter ce qui semble être des indicateurs de succès ou d'échec des interventions des structures comme le COULCI et les autres dont on a parlé là, dans quelques minutes peut-être? Puis effectivement, vous pouvez lever la main, mais sinon, Denis, là, moi, je vais me fermer mon micro. C'est bien que les gens aient entendu la variété des options quand on évalue tout ça. Il y a les coûts aussi qui sont importants, mais si les gens n'ont pas de commentaires à formuler, vous allez probablement, on va vous inviter à vous joindre à l'équipe de recherche ou à leur faire parvenir vos commentaires séparément. Là. Peut-être on pourra finir là-dessus, trouver le moyen de partager vos adresses courriels pour que la discussion continue après la fin du webinaire. Merci François. Caroline, tu as acheté quelque chose? Oui, peut-être, c'est pas tout à fait en lien avec les indicateurs, mais j'entends beaucoup de choses, mais le maillon manquant de tout ça, je crois que c'est l'information en temps réel. On parlait de qualité de données un peu plus tôt dans la réunion. On a beaucoup d'informations, mais très, très disparates dans différents logiciels, dans différentes plateformes technologiques. Ça va être tout un défi, ça aussi, quand on va vouloir mesurer des impacts, de mettre ensemble des données, parce que même juste pour l'occupation des lits de soins intensifs, je vous rappelle que ce n'est pas une saisie automatique. C'est encore à ce jour une saisie manuelle d'une personne qui rentre ça à main levée. Donc, je trouve qu'on n'a pas assez parlé dans l'heure et demie, je sais que c'est de court, là, mais on n'a pas assez parlé du volet technologique, du volet informatisation, du volet partage de données, parce qu'on semble assez communément d'accord que ça prend une information, ça prend une vue d'ensemble, autant de la part des cliniciens peut-être que de la part d'une structure de coordination pour bien faire notre travail de part et d'autre. Mais encore faut-il avoir des bonnes données et avoir des données de qualité, puis en temps réel et à même la source plutôt que d'avoir plein de données disparates. Puis je pense qu'au Québec, c'est particulièrement un enjeu. Merci Caroline. Peut-être c'était un 90 minutes assez productif, je trouve, en tout cas pour ma part. J'ai appris beaucoup. Peut-être, quelqu'un me suggère peut-être de partager vos courriels. Je sais que Lynn l'a fait dans le chat pour que les gens puissent communiquer avec vous dans les quelques minutes qui restent là, pour que les gens puissent communiquer avec vous pour des questions, des suivis, des participations ou toute autre question qu'il pourrait y avoir là-dedans. Ça pourrait être le fun. Je voyais une phrase pour les vendeurs. Si vous n'êtes pas membre du RQCP, c'est peut-être pas une mauvaise idée de vous inscrire au RQCP. Vous aurez des nouvelles à l'occasion de ce qui se passe de ce côté-là. Puis, peut-être, je ne sais pas si Marie-Ève ou Caroline ont vraiment une seconde de fin de commentaire. Est-ce que vous avez un commentaire final ou sinon? Moi, j'en aurais un. C'est que la coordination, c'est la combinaison des forces cliniques, gestion, recherche et j'oserais dire décisionnelles ou ministérielles, peu importe dans quelle province on se situe. Donc, seul, on ne peut rien faire, mais en équipe, puis en combinant les forces de chacun. Moi, juste dans notre petite équipe de recherche, là, je connaissais déjà Marie-Ève, mais Lynn a bonifié, Denis a bonifié, François, c'est connu, il est célèbre, c'est une célébrité dans le monde de la littérature de soins critiques, mais j'ai déjà juste beaucoup appris
au niveau personnel, mais au niveau à large échelle, là, je pense que si on veut arriver à quelque chose de solide, il faut qu'on s'entoure. Puis, encore une fois, merci au RQCP de nous permettre ça, ces échanges-là. C'est très précieux. Puis, je fais le souhait que ce soit partie remise. Bien, merci beaucoup. Puis, merci à tout le monde vraiment d'avoir participé à ça. Merci à Lynn, merci à Caroline, merci à Marie-Ève, merci à François. Merci à Michael, à Merci l'arrière-plan. spécial à Denis, à notre animateur. Bravo. Ah oui, Merci oui, absolument, énormément. Denis. On te garde avec nous dans l'équipe. C'est bon, ça. Fait que, donc, c'est pas l'autre chose. Je vous souhaite, je pense, une excellente fin d'avant-midi et à bientôt, j'espère, pour parler de tout ce projet-là. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. tout le monde. Merci. Merci. À plus tard. Bye bye.